Les devins, cette vidéo est sponsorisée par le jeu vidéo Kingdom Under Fire 2 et il est maintenant dispo sur PC. Ce jeu est à la frontière des genres en posant ses bases sur du RTS tout en y ajoutant des bases de MMO. Vous avez donc le choix entre jeu solo et multijoueur et vraiment pour l'avoir testé ça rigole pas niveau multijoueur, c'est massivement multijoueur, des centaines, des milliers de joueurs en même temps d'après ce que j'ai constaté. J'ai beaucoup apprécié le choix laissé par le jeu de choisir sa manière de jouer, soit plus RTS et donc stratégique, soit nettement plus bourrine et aux inspirations de hack and slash, voire même parfois de beat'em all. Je vous laisse deviner laquelle j'ai pu employer. Si vous cherchez un jeu épique, que ça soit in-game, durant les cutscenes, par son scénario, ses personnages ou encore pendant les batailles online à plusieurs milliers de joueurs en même temps, je ne peux que vous conseiller alors d'aller massacrer 2-3 armées ou quelques créatures titanesques sur le jeu. En plus, il y en a plein dès le début du jeu. Pour cela, je vous mets alors un lien directement en haut de la description. Merci à tous et merci une nouvelle fois à Kingdom Under Fire 2 d'avoir sponsorisé cette vidéo. Salut les devins, c'est Saikyo. Cette nuit, en tout cas en heure française, au Japon c'est pas pareil, il est sorti sur le site officiel de Dragon Ball, dragonball.news, une interview de l'auteur-co-auteur du manga Dragon Ball Super, à savoir Toyotarou. Et cette interview-là, pour tous les fans de Dragon Ball Super, apporte des révélations, des précisions, des secrets de fabrication, des petits indices sur l'avenir de Dragon Ball Super, très petits les indices, mais surtout la révélation de quelques secrets relevant autour de la création, de la conception de Dragon Ball Super et en particulier de l'arc Moro qui est en cours dans le manga chaque mois. Cette interview-là nous a été traduite complètement en français grâce au site dragonballsuper-france.fr, je les remercie énormément et le lien de leur site est en description. Du coup je vais vous présenter ça, je vais vous lire ça, en même temps réagir dessus à chaque fois. Vous allez voir qu'il y a quand même beaucoup de très bonnes choses à se mettre sous la dent. Alors la première question posée à Toyotarou lui dit: l'arc de l'évadé de la prison galactique vient de démarrer. De quel genre d'histoire avez-vous discuté avec Akira Toriyama? Donc déjà, rien que la question nous met sur la piste que l'interview date un petit peu. Ils l'ont révélé là, il y a quelques heures, mais ils l'ont fait il y a plusieurs semaines ou mois en arrière. Malgré tout, vous verrez que pas mal des propos qui sont dedans sont quand même d'actu. Alors la réponse de Toyotarou: lorsque je me suis entretenu avec Akira Toriyama, venant de la part de l'auteur original, j'ai été étonné de son idée. Nous nous sommes alors assurés tous les deux que ce soit le début d'une très bonne histoire. C'est quelque chose qui va se produire prochainement, donc je ne peux pas vous en dire beaucoup, mais le secret entre autres d'un des nouveaux personnages, c'est vraiment quelque chose dont on a du mal à imaginer que ça vienne d'Akira Toriyama. Je vous demande donc de l'attendre avec impatience. Et là, les devins, je vous parlais d'actu, le secret de l'un des personnages, ça m'a l'air assez évident que ça soit Merus, et on nous dit même, ça a l'air d'être assez inhabituel que ça vienne d'Akira Toriyama. Alors moi j'ai bien envie de refaire du lien avec les idées que je vous ai déjà présentées sur ma chaîne et le cas Merus, qui a l'air de faire partie des anges sans trop en faire partie. Vous étiez nombreux, rappelez-vous, à me dire: elle est bien belle ton idée du demi-ange, demi-mortel, mais on n'imagine pas trop Akira Toriyama mêler un ange avec un mortel. Enfin voilà, on ne voit pas trop réaliser ce type de métissage là. Ben justement, même Toyotarou s'étonne de l'idée venant de la part de Toriyama. Donc pourquoi pas que nous pourrions être surpris dans un sens similaire à ce que j'ai évoqué ou dans un autre bien évidemment. Ensuite, deuxième question, avec quel genre d'image et idée les nouveaux personnages de Merus et Moro ont-ils vu leur design naître? La réponse de Toyotarou est: comme Jaco et les patrouilleurs galactiques ont une image d'extraterrestre classique, j'ai donné également à Merus un style rétro. Alors que ses cheveux gris avec une coupe au kappa, donc une coupe au carré courte, faisaient rétro, donc nous on aime bien appeler ça une coupe façon Beatles, je lui ai également donné un visuel de beau jeune homme parce que je souhaitais qu'il ait du succès. Souvent, en rendant les oreilles pointues, ça fait extraterrestre, mais les patrouilleurs galactiques ont leurs oreilles cachées. Donc j'ai décidé à la place de lui faire un nez un peu pointu, pour donner une impression de quelqu'un qui vient d'une planète différente. La combinaison de Jaco, en réalité, est sa vraie peau. Ça on le savait déjà, elle est devant par le manga Jaco et le DBS, l'anime DBS et le manga également, mais Merus lui porte bien une combinaison et ça le fait rire. J'ai mis sur le côté de sa combinaison des lignes qui rappellent les jogging, afin d'en faire un design un peu démodé. Alors ça c'est assez cool et intéressant, mais c'est pas ça qui nous intéresse le plus dans l'interview, ça c'est plus de manière personnelle, j'ai kiffé lire ça. Mais la suite, il nous dit: le design de Moro a été créé dans le but qu'il devienne un vrai méchant. L'ennemi de l'arc prisonnier ou l'évadé de la prison galactique n'est pas un ennemi qui pourra devenir un allié / compagnon par la suite. Le ton est donné les devins, on va pas avoir un Vegeta ou un Piccolo deuxième du nom bis qui va devenir poteau de la Team Z, d'ailleurs ça serait bizarre avec Moro. Il dit: je voulais absolument que ce soit un ennemi dont on n'ait d'autre choix que de le vaincre, en prenant pour exemple le Piccolo, premier du nom, d'Aimao d'autrefois.
je voulais qu'il soit un ennemi où rien qu'avec son visuel, tout le monde se dise il faut absolument le vaincre. Donc vous voyez les devants dans des précédentes vidéos, aussi bien vous que moi en vidéo, on avait fait un constat visuel comme quoi Moro était fortement inspiré de ce que pouvait procurer comme feeling et émotion Piccolo Daimao, dans les postures, la manière de se présenter, le côté âgé qui redevient un petit peu plus jeune, et ce côté oppressant, réellement méchant, avec lequel on ne pourra jamais faire avec, donc il faut absolument l'éliminer. C'est exactement ça Piccolo Daimao, et c'est ce qui est reproduit avec Moro. Ensuite, il nous dit qu'il a réfléchi en prenant pour la base la chèvre, le bouc, qui est utilisé, écoutez bien les devins, comme motif du diable dans les pays occidentaux. Et là, les devins, je me rappelle plus du titre ou quoi, ou quand je l'ai fait, mais je vais vous afficher à l'écran la vidéo qui en parlait. J'avais proposé sur ma chaîne YouTube une vidéo d'analyse du chara-design de Moro, de ses inspirations probables, et bien évidemment que j'avais mis en avant celle de l'aspect démoniaque par rapport à tout ce qui est en Occident, et j'avais vraiment creusé le sujet avec diverses mythologies, religions, cultes et tout ça, sur le fait qu'on tournait autour d'un être aux allures en tout cas démoniaques. Et je vous avais même fait la distinction en vous disant que c'était vraiment côté occident que c'était représenté comme ça et pas du côté des asiatiques en fait, mais que pourquoi pas, étant donné que dans les divers Akaishin il y a des représentations venues de à travers le monde, des inspirations, eh bien pourquoi pas qu'ils auraient été lorgnés en dehors des terres asiatiques ou japonaises pour s'inspirer pour Moro. C'est le cas, c'est confirmé aujourd'hui. Petite pensée sans rancune pour ceux qui m'avaient traité de fou et de débile parce que je m'amusais à faire des comparaisons, parce que soi-disant Dragon Ball n'est qu'une œuvre pour enfants qui n'est jamais calculée. Bon, ben on a la réponse aujourd'hui, et Toyotarou nous dit qu'il a également mis des vêtements qui font dieu de la mort, un peu comme la faucheuse pour Moro, surtout quand il arrive avec sa cape là. Il a pensé, ce personnage-là, pour qu'il fasse vraiment méchant comme personnage, et là c'est clair, je pense les devins que c'est réussi. D'ailleurs, cette interview-là nous confirme que Merus et Moro sont des chara-design par Toyotarou. Vous vous rappelez que pour le tournoi du pouvoir, Toyotarou avait beaucoup plus d'impact sur DBS, devenu partiellement chara-designer de la série. Il y avait des chara-design des Akaishin qui étaient par Toriyama, d'autres par Toyotarou, d'autres un peu les deux qui ont travaillé ensemble. Sur Merus et Moro, ça se voyait, hein, c'est vrai quand du premier coup d'œil ça se voyait, mais on avait quand même de quoi en douter. Ce sont des personnages made in Toyotarou, et je trouve que leur chara-design, bien qu'il ne soit pas 100% Toriyama-esque, il est quand même très plaisant. Vous me direz ce que vous en pensez. En tout cas, j'ai vu beaucoup de plaintes sur Dragon Ball Super, mais à ce jour, je n'ai vu aucune plainte de votre part concernant les chara-design de Merus et de Moro. Et tant mieux, au moins un point positif sur lequel on peut tous s'accorder. Ensuite, question, à quoi faites-vous attention lorsque vous dessinez Moro? La réponse est qu'il pense que le point important ce sont ses cornes. Ce ne sont pas des cornes de chèvre ordinaires, elles sont courbées, à la pointe et possède un design complexe. Bien qu'il s'agisse d'un design que j'ai créé moi-même, j'étais en train de vous le dire, lorsque j'essaie de les dessiner, c'est compliqué et parfois j'ai des regrets. Et il se met à rire dans le sens, j'ai créé un truc tellement compliqué pour moi que ça me rend la tâche un petit peu difficile. Mais en même temps, si j'avais l'occasion, malheureusement c'est pas le cas, de répondre à Toyotarou, je lui dirais qu'un peu de challenge, c'est pas plus mal. C'est vrai que Cell était un personnage qui était une vraie plaie à dessiner ou à animer. Moro, je pense que c'est plus un challenge qu'une plaie. Ensuite, on va passer dans une partie très technique, donc je vais vous la lire, il n'y a pas besoin réellement de commenter. Il nous donne du détail technique sur le dessin. Sans se référencer à un corps en 3 dimensions, il est difficile d'avoir un bon équilibre pour les parties minutieuses. J'ai cherché différentes maquettes de chèvres, c'est drôle hein, mais rien ne correspondait exactement à ce que je voulais. Du coup, j'ai réalisé que c'était quelque chose pour laquelle je n'avais d'autre choix que de la créer moi-même. Et j'ai donc créé ces cornes moi-même. Au début, j'ai essayé en coupant un bout des cornes des modèles de chèvres que j'avais achetés. Regardez, je vous affiche une photo. Il a vraiment acheté des petites chèvres comme ça là, pour avoir une sorte de base de chara-design pour Moro, enfin, pour pouvoir s'en inspirer quoi, vous voyez que le délire va loin. Mais finalement, j'ai utilisé du mastic et je les ai créés vraiment moi-même. Après avoir réussi à fabriquer ces cornes, je pense que mes dessins de cornes se sont stabilisés. Donc réellement, il a modélisé dans la vraie vie en 3D avec du mastic, comme il le dit. Mon père s'en sert pour boucher les fuites dans la salle de bain, ben lui il fait des cornes de Moro, et il a modelé ça un petit peu comme un artiste qui va créer des figurines au Japon et tout. Il a modélisé ça pour s'inspirer pour son chara-design, et justement faire quelque chose de réussi sur Moro, et je pense que c'est le cas, et j'espère que vous pensez pareil, concernant le chara-design de Moro. Ensuite, la question qui est posée est, y a-t-il un personnage sur lequel vous souhaitez que l'on prête attention pour ce tome 11? Il nous dit, j'aimerais bien que l'on porte aussi l'attention au Yardra. Le design qui apparaît dans l'animé et le design mignon et innocent d'Akira Toriyama, les deux y sont présents. Là encore les devins, on m'avait traité de gros cinglé quand j'avais ressorti les références à l'animé DBZ et les références au chara-design de Toriyama dans certains jeux vidéo et tout ça. Concernant les Yardra, on m'avait dit ce n'est que pure coïncidence, qu'est-ce que tu vas chercher, Saikyo, toujours tu le fais chier, tu vas loin. Bon, ça va, je me rassure, vous étiez quand même majoritairement nombreux à avoir kiffé l'analyse.
mais il y avait quand même pas mal de gens qui s'offusquaient par rapport à mes analyses. Écoutez, une nouvelle fois, elles se réalisent et sont confirmées par l'auteur lui-même. Il y a une réelle inspiration, pourtant ça me semblait super évident, je sais pas comment on a pu me contredire sur ça, mais une réelle inspiration concernant le fait qu'on reprend les chara-designs de l'anime et ceux de Toriyama qu'il a pu réaliser sur des œuvres un petit peu sur le côté concernant Dragon Ball pour les Yardra. Il nous dit ensuite, j'ai hésité sur quel design mettre, et je me suis alors entretenu avec Victory Uchida de la rédaction. Le résultat a été de mettre les deux. Après tout, et ça les devins, je vous en avais parlé dans une vidéo de cette idée-là, et c'était grâce à vous, c'était pas une idée de moi, c'est vous qui me l'avez suggéré, et j'avais repris ça en vidéo. Sur Terre, il y a différentes ethnies d'êtres humains, non? Et donc, dans cette même logique, j'ai pensé qu'il n'était pas anodin qu'il y ait également plusieurs types de Yardra, et que ça serait bien ainsi. Voilà les devins, la réponse est aussi simple que ça, aussi bien par vos apports dans la zone commentaire que par l'analyse que j'avais pu en fournir. On avait trouvé comment ça fonctionne pour les Yardra. Après, reste à savoir, il y avait un troisième niveau d'analyse que j'avais apporté, qui était de se demander s'il n'y avait pas une hiérarchie, dans le sens où ceux d'Akira Toriyama seraient plus importants, et les autres à tête fripée, tête d'oignon, seraient peut-être en dessous dans la hiérarchie, parce qu'on les voit toujours faire des tâches un petit peu ingrates, tandis que les autres sont sur des tâches peut-être plus spirituelles ou plus intellectuelles, quoi. Donc les devins, gardons un œil sur les Yardra, et il poursuit en nous disant que quand l'histoire entre dans les parties de combat, cela prend une tournure de plus en plus sérieuse. Par conséquent, si je suivais ce cheminement, j'allais simplement dessiner les Yardra comme de puissants vieux sorciers. Je me suis donc efforcé de surmonter cela en prenant conscience également des parties drôles et des parties mignonnes de Dragon Ball, l'œuvre originale. Je me suis dit que si je ne sortais pas un personnage attractif, ça continuerait juste par une augmentation de la tension à son maximum, et donc j'ai pensé que ce serait un développement intéressant, comme un peu une respiration entre les batailles, avec des Yardra un peu innocents qui apparaissent. Toyotaro nous dit que les Yardra sont là un petit peu pour représenter le bol d'air frais, sachant que, vu la tension posée dans l'arc, s'il ne s'était pas inspiré par les anciens chara-design, il aurait pu leur donner un aspect de vieux puissant sorcier. Chose qui aurait été très classe, très badass, très intéressante, mais qui selon Toyotaro n'aurait pas donné le rythme voulu et souhaité à l'arc Moro, c'est tout à fait respectable. Enfin les devins, nous en arrivons sur toute une série de photos un petit peu commentées dans l'espace de travail de Toyotaro, et vous allez voir qu'il y a des choses tout aussi intéressantes. Nous y voyons l'intégralité des tomes de Dragon Ball, nous y voyons quelques tomes de Dragon Ball Super, on voit la fresque se dessiner, on voit plusieurs éditions des tomes de Dragon Ball, et Toyotaro nous dit « Lorsque je dessine Dragon Ball Super, je ne dois surtout pas négliger Dragon Ball ». Et donc les mangas de DB sont positionnés à un emplacement de manière à ce que je puisse les prendre rapidement en main. Comme je les ai achetés quand j'étais en primaire, je ne sais même plus combien de fois je les ai lus. Et là, Toyotaro, je te rejoins bien parce que je les ai lus un nombre de fois frôlant l'infini. D'ailleurs, pour les gens qui ne connaissent que la partie animée de Dragon Ball, DB, DBZ, DBGT, DBS, voilà ce genre de choses, l'animé c'est bien, mais le manga c'est quand même primordial, mais c'est vrai que le manga ça peut être coûteux. Donc un petit conseil, j'habite pas dans une grande ville et pourtant dans ma bibliothèque, gratuitement, je peux emprunter tous les tomes de Dragon Ball. Alors je peux pas prendre les 42 d'un coup, mais je peux en prendre 2-3, j'en ramène 2-3, je reprends 2-3, c'est gratuit. Et tu peux te faire la lecture complète, tu peux aller sur place les lire, tu restes là-bas, ou tu peux les ramener chez toi pour te lire tranquillement. Il y a juste, il faut pas les abîmer, c'est tout quoi. Donc ça vous coûte rien, n'hésitez pas à aller dans ce vieux bâtiment oublié de votre ville qui s'appelle la bibliothèque, parce qu'il peut également y avoir des mangas. Et je vous le répète, j'habite pas dans une ville énorme et pourtant il y a pas mal d'œuvres en termes de mangas. Donc voilà, petite astuce pour pouvoir se les lire gratuitement et de manière tout à fait légale, c'est plutôt pas mal. Ensuite, autre photo avec plein de figurines, Toyotaro qui dit « Mon évasion lorsque je travaille, ce sont mes figurines Dragon Ball. Lorsque les SH Figart sortent une nouvelle figurine, je ne peux m'empêcher de passer une précommande. Alors là, je ne le rejoins pas du tout parce que je déteste ces figurines-là. Articulées, dès que c'est articulé, j'aime pas. Et surtout, elles peuvent coûter excessivement cher. Hein. Il y a des modèles qui démarrent à 70, d'autres qui s'arrêtent à 150. Enfin, 150 € pour une figurine de cette taille-là articulée, pour moi, personnellement, c'est beaucoup trop. Mais par la suite, il est devin, vous allez vous rendre compte que acheter des figurines articulées pour Toyotaro, c'est un grand bien, parce qu'il nous dit « J'aimerais aussi d'autres figurines, mais si je commence à en rassembler d'autres, le nombre de mes figurines risque de prendre une tournure impressionnante. Donc je prends sur moi et résiste. Mais je n'ai pas pu résister pour les HG Dragon Ball Ginyu Toku Sentai, je voulais absolument les avoir, donc le commando Ginyu. Il nous dit également qu'il se sert des figurines pour faire référence pour les poses. Il les positionne, ces figurines articulées, d'où l'intérêt, pour pouvoir mieux dessiner, avoir une meilleure perspective. Toyotaro aime penser en 3D, pour mieux réaliser ses dessins ensuite, sa prévisualisation et son rendu final dans le manga, parfait selon lui pour les dessins de corps musclés de DBS. Ensuite également, on entre un petit peu plus dans l'intimité de Toyotaro, à ne pas prendre au mauvais sens du terme. Il nous montre une photo. Alors, il n'a pas essayé un cosplay raté de Michael Jackson avec le gant blanc,
C'est tout simplement que pour ne pas salir les manuscrits et son travail, Toyotarou s'est fabriqué ce gant de main gauche. Il semble gaucher, tout comme moi d'ailleurs, et on nous précise que ça donne une ambiance dark et c'est cool. Donc en fait, c'est un petit peu pour remplacer pour les plus anciens le papier buvard, là, pour pas salir, pour pas dégueulasser un papier quoi. Et bien lui utilise ce gant, ce qui est une astuce plutôt pas conne du tout. Ensuite, il nous montre son notebook, son mini PC quoi, en disant que sa batterie tient super longtemps, et donc, mais il est vraiment petit de taille, et donc il peut travailler dessus également dans des cafés et autres, et que ça lui est d'une grande aide. Lors de la sortie du tome 6 de Dragon Ball Super, il y avait des étiquettes promotionnelles sur lesquelles il y avait un message d'Akira Toriyama qui contenait beaucoup de louanges au sujet de Toyotarou. Pendant que la France s'investigue contre Toyotarou, Akira Toriyama nous le valide en grand pompe, ces mots encouragent Toyotarou et lui donnent la force de faire de son mieux. Enfin, devant les deux dernières photos, j'aurais kiffé les avoir en bonne qualité, surtout celle-là. On nous montre le bureau de Toyotarou. Alors là, si vous avez bonne mémoire, on avait déjà eu une photo de ce lieu-là, de son espace de travail, sauf que là, le décor a bien changé. Sur la photo précédente, il y avait des photos de chara-design d'anges lors du tournoi du pouvoir, abandonnés, ou en tout cas qui n'étaient pas utilisés dans l'œuvre au jour où on l'avait vu. Et les chara-design, là, ils ont complètement disparu du mur. On voyait de nouveaux Kaioshin, de nouveaux Akaishin, on voyait de nouveaux anges, on voyait beaucoup de choses, et peut-être ça avait fuité, il fallait pas, peut-être qu'ils ont fait exprès pour teaser, mais ces dessins ont complètement disparu. Toyotarou, aux alentours de son bureau, il y a beaucoup de documents concernant Dragon Ball Super, de manière à ce que quand il s'assoit sur sa chaise de travail, il puisse réaliser tous les travaux nécessaires et boucler tout ça. Alors déjà, première impression générale, c'est que ça a l'air un petit peu, pas vétuste, mais ça a l'air un petit peu à l'ancienne, quoi. C'est pas extrêmement moderne, ça ressemble pas au setup d'un YouTuber gaming où il y a des néons, des LED partout, et il y a 25 écrans pour voir le chat, voir Google, voir le stream, vous voyez ce que je veux dire? Il a des écrans très modestes, une chaise des plus modestes aussi, hein. Il a des lampes pour se rétroéclairer et tout ça qui ressemble à ce qu'ils ont dans les commissariats, dans les films policiers des années 70. Donc vraiment un matériel annexe qui est pas oufissime, hein. Au premier coup d'œil en tout cas, ça fait assez vieillot. Et on voit sur ces murs pas mal de choses concernant Dragon Ball Super, et le problème c'est que l'image n'étant pas d'extrême bonne qualité, on n'arrive pas à tout distinguer. J'aurais aimé, forcément vous me connaissez, j'ai sorti ma loupe, j'ai voulu analyser tout ça, et c'est très compliqué. En plus je regarde ça, il faudrait que je teste sur l'écran de mon PC portable, mais là, je raconte ma vie, mais mon PC portable, je le mets avec un câble HDMI sur un écran 27 pouces, ça pixelise encore plus, donc j'ai vraiment du mal à voir. Si jamais vous le voyez sur téléphone ou sur un petit PC, que vous voyez un petit peu mieux, dites-moi. Mais en gros, à droite, je vois Moro. Moro forme plutôt jeune, après je vois encore du Moro, après je vois Sagambo. Au-dessus du Moro en mode colo, du Merus en mode colo. On voit les deux Kaioshin juste à côté. En dessous, je ne saurais absolument pas vous dire ce que c'est. J'oserais vous dire que j'y vois peut-être Boo, et je verrais même quelque chose à l'allure de Majin Buu pur, le Kid Buu, là, comme on dit de manière plus commune. Mais je voudrais pas vous mentir. Ça, on le voit de loin, un poster Dragon Ball Z Battle of Gods, qui est très sympa. On y voit le gang de Moro s'évadant, on voit cette case assez magistrale. On retourne en haut, on voit tous les Akaishin. Que font-ils là, liés à l'arc Moro, je ne sais pas. Ça pourrait être intéressant. On y voit le tome de Jaco le Patriote Galactique, ça doit l'aider pour certains chara-design, ne pas oublier certains détails. En dessous, les devins, on voit les Yardra. Il se les a imprimés pour pouvoir faire chara-designer tout ça. On voit les diverses versions faites par Akira Toriyama lui-même. Donc là, double, triple, quadruple confirmation de ce que je vous disais tout à l'heure sur les Yardra. On voit un poster Dragon Ball en haut à gauche. En bas à gauche, pour moi, ça pixelise à mort. On voit une ribambelle de personnages. Est-ce que c'est issu d'une ancienne œuvre de Toriyama ou est-ce que c'est des nouveaux chara-design? J'arrive pas à distinguer, c'est super pixelisé. À gauche, là, sur le poteau en biais, là, on voit un poster de Dragon Ball qui figurait déjà à l'époque, ça date d'il y a un moment. Encore un peu plus à gauche, on voit Goku qui mange son burger, donc c'est la couverture du prochain tome Dragon Ball Super au Japon. À gauche, on voit un tout petit morceau d'illustration, je saurais pas trop vous dire ce que c'est super flou. Encore plus à gauche, le poster du précédent V-Jump, en tout cas l'illustration qu'il a fait. À gauche, un autre poster, on y voit Kiabe, on y voit Frost, on y voit Freezer, donc c'est sûrement du tournoi du pouvoir. On descend, on part de la gauche vers la droite cette fois-ci sur son bureau. On y voit Goku et Hit, avec Goku, ses anciens vêtements et tout ça, donc ça date vraiment dans Dragon Ball. On voit le mot de Akira Toriyama, il l'a posé sur son bureau qui vante Toyotarou. Il s'en sert vraiment comme d'une motivation. On voit qu'il a une souris spéciale gaucher, chose que je n'ai pas. Je suis gaucher, mais je tiens la souris avec la main droite comme la main gauche. Mais j'ai une souris de droitier, lui il a trouvé une souris de gaucher, GG à lui. Sur son bureau, rien d'autre de spécial à noter, si ce n'est très à droite, nous pouvons y voir la présence de sa figurine articulée, des deux chefs, des deux boucs, des deux moutons, là, pour pouvoir faire du Moro, et quelques illustrations où j'ai l'impression de voir peut-être Buu Absorption Gohan, ou un truc comme ça, un petit peu en rose au fond. Donc je ne sais pas si quelqu'un arrivera un petit peu à déflouter tout ça, à donner une meilleure perspective. Il y a quand même 2-3 éléments qui sont un petit peu chelous sur l'image. J'aurais aimé pouvoir en tirer un petit peu plus, comme à l'occasion des chara-design des anges.
c'était super intéressant. Et enfin, pour clôturer, dernière chose, illustrations et messages pour le site officiel de Dragon Ball de la part de Toyotarou. Dans le tome 11, le troisième vœu de Moro est réalisé et il se passe quelque chose d'inimaginable. Puis, le développement de l'histoire change totalement de tournant. Comment Goku et Vegeta vont faire face au troisième vœu de Moro? Quel genre d'entraînement et quel genre de puissance vont-ils acquérir pour pouvoir vaincre Moro? Attendez avec impatience la prochaine confrontation avec Moro. Donc les deux, voilà une dernière phase de teasing qui n'est pas réellement à commenter, on nous promet des choses assez inimaginables, etc. etc. Cette interview-là m'a plu énormément, j'espère que ça a été un kiff pour vous aussi, et bien que je puisse vous la partager et rebondir par rapport à certaines choses qui s'étaient passées sur ma chaîne YouTube, des débats qu'on a pu avoir ensemble, vous et moi. Pour ma part, c'était un vrai plaisir dans l'espoir qu'il soit réellement partagé. Merci infiniment pour tout votre soutien, le pouce bleu à la vidéo pour le référencement, ça m'aiderait énormément si vous bombardiez les pouces bleus. Ma page YouTube, le lien est en description, vous le trouverez assez facilement. Merci infiniment pour tout, prenez tous extrêmement bien soin de votre futur, et à plus pour de prochains arts divinatoires.